Bienvenue dans ce nouvel épisode du Football Circus. On pensait sincèrement que la FIFA avait touché le fond. On pensait que Sepp Blatter, avec ses affaires de corruption à répétition, de ses valises de billets, avait atteint le sommet absolu du cynisme dans le sport business. Mais c'était sans compter sur le génial Gianni Infantino. En quelques années, l'actuel président de la FIFA a réussi un véritable exploit, faire passer Sepp Blatter pour un enfant de cœur. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA d'Infantino ne se cache même plus. C'est devenu clairement une multinationale de l'entertainment politique, un professeur émérite de sport washing et un terrain de jeu privilégié du capitalisme financier le plus sauvage. Là, nous arrivons au terme de cette Coupe du Monde qui va être conclue évidemment en plateau par vous, messieurs. C'était la Coupe du Monde, sans aucun doute, la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. Hier, Gianni Infantino l'avait présentée, et vous m'excuserez la paraphrase, comme la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité, à peu de choses près. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle aura rapporté plus que jamais auparavant. Elle nous aura donné de magnifiques satisfactions, de beaux moments sur le plan sportif, un beau vainqueur. Mais nous n'oublierons pas, même si les stades étaient pleins, les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables pour leur passion pour le football, passion qui les dévore, parfois sans pouvoir au final ne serait-ce qu'entrer dans le pays si leur nationalité n'était pas la bonne, qu'ils soient fans, journalistes, arbitres parfois, comme le Somalien Omar Artan. On pense aussi au traitement inacceptable de l'équipe d'Iran qui n'a pas pu défendre ses chances correctement dans ce tournoi. On pense également au cas Balogun. On donne parfois l'exemple en souriant de la Coupe du Monde 82 de l'émir du Koweït descendu sur le terrain pour faire annuler un but de la France. Ici, on aura vu un président se vanter d'avoir appelé le président de la FIFA pour faire annuler une suspension d'un joueur. Un politique qui s'est missé au cœur du jeu alors que la Fédération internationale dit vouloir le mettre au-dessus de tout. Visiblement, c'est jusqu'à un certain point. Donc une Coupe du Monde qui aura aussi vu tous ces matchs se disputer en 4 cartons et sa finale connaître une mi-temps de près de 30 minutes. Comme l'a dit Alain Berset ces dernières heures, et on va le dire malgré les feux d'artifice, la crise a deux noms, l'argent et le pouvoir. Ils demandent au nom du compte de ce sport et leur fédération internationale ces prochaines semaines. L'argent va pleuvoir sur beaucoup de fédérations, sur beaucoup d'acteurs de ce sport qui seront gentiment invités à se taire et à tendre la main. On a le droit d'avoir l'espoir que certaines choses seront relevées et qu'on ne les reverra plus. Et ces dernières semaines, la ligne rouge n'a pas simplement été franchie, elle a été piétinée, écrasée, bafouée. Gianni Infantino a tout simplement tenté de vendre une partie de la Coupe du Monde au privé. Aujourd'hui dans Dixit, on va tenter d'expliquer le système Infantino, comment un technocrate de l'UEFA est devenu un monarque absolu et pourquoi le football mondial est en train de perdre son âme. Oui, vous avez bien entendu, Gianni Infantino a essayé de liquider la Coupe du Monde au plus offrant. Son dernier coup d'éclat, c'est de vouloir donc vendre 20% de la filiale commerciale de la FIFA à des fonds d'investissement américains. Et devinez qui on retrouve dans la boucle. La banque JP Morgan, évidemment, mais surtout le fonds d'un certain Joshua Kushner, qui est juste le beau-frère d'Ivanka Trump. Et pour que personne ne tousse au moment de signer, Infantino a trouvé la parade. Il arrose. Il promet 20 millions de dollars à chacune des 211 fédérations de football si elles valident le deal. Et lui, au passage, il se découpe sur mesure un petit poste de PDG dans la nouvelle boîte payée jusqu'à 64 millions par an. Rien que ça. Depuis le FIFA Gate, ce que je dis depuis longtemps, ce que j'ai écrit comme tu disais, dans ce livre-là, que j'ai sorti il y a 2 ans et demi, dans l'industrie du foot 1, où tout est dedans. Comment les États-Unis ont une emprise sur la FIFA à travers l'appareil judiciaire américain. C'est la FIFA, on est terrorisé. Je rappelle que depuis le FIFA Gate, où la FIFA a été poursuivie sur le modèle du RICO, qui est réservé aux organisations de type mafieuse, les États-Unis ont absolument tout obtenu de la FIFA. Bureau régional, délocalisation du département légal de la FIFA de Zurich à Miami, Coupe du monde des clubs, Coupe du monde masculine, Coupe du monde féminine. Prix spécial pour Donald Trump, des appartements loués par la FIFA à la tour de Donald Trump, bref, tout ce qui est possible et imaginable. Alors reprenons le début de cette histoire de vente. Comment en est-on arrivé à privatiser la Coupe du Monde? Dans les couloirs de la FIFA, le projet portait un nom très école de commerce, FIFA Forward Enterprise. Parenthèse, ça me fait penser au sommet Africa Forward,
le fameux sommet de Macron qui s'est tenu à Nairobi en mai dernier pour renouveler les relations entre la France et les pays africains. Comme l'impression que lorsqu'on utilise le mot « forward », en avant en anglais, ça signifie souvent que beaucoup vont rester à l'arrière. Avec cette FIFA Forward Enterprise, l'idée de Gianni Infantino était de créer une filiale privée chargée de commercialiser l'intégralité des droits de la Coupe du Monde. Et pour financer cette nouvelle structure, la FIFA s'est tournée donc vers la banque JP Morgan et le fonds Thrive Capital. C'est là que ça devient passionnant. Thrive Capital est dirigé par Joshua Kushner, je l'ai dit. Le nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal. C'est le petit frère de Jared Kushner, gendre de Donald Trump et époux d'Ivanka Trump. Jared Kushner est aussi un artisan des réseaux financiers entre l'extrême droite américaine et les pétromonarchies du Golfe. Autrement dit, Infantino est prêt à brader le patrimoine du football mondial pour offrir un strapontin à des réseaux politiques ultra-conservateurs et hyper financiarisés. Mais pour réussir un coup pareil dans une organisation de 211 pays membres, il faut acheter le silence. Et c'est là qu'intervient le génie diabolique de mode de fonctionnement de la FIFA. À la FIFA, il faut le savoir, la règle est simple. Un pays égale une voix. La Fédération française de football a exactement le même poids politique que la Fédération des îles Cook ou du Liechtenstein. Dans un monde idéal, c'est de la démocratie. Mais dans le monde de Gianni Infantino, c'est une machine d'achat de loyauté, une machine à corrompre. Promettre 20 millions de dollars à la fédération allemande ou anglaise, ça ne change rien à leur budget, mais poser un chèque de 20 millions de dollars sur la table d'une toute petite fédération qui n'a pas de quoi financer ses terrains, c'est l'assurance d'obtenir son vote les yeux fermés. Infantino n'a pas inventé le clientélisme, il l'a industrialisé. Seulement voilà, le coup était tellement gros, la cupidité tellement flagrante que le système a fini par se gripper. L'UEFA, l'instance du football européen, est entrée dans une fureur noire. L'UEFA serait même prête à faire tomber Gianni Infantino. Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, elle envisagerait des actions en justice et chercherait même à provoquer un vote de défiance au sein de la FIFA. Un scénario probable, car pour déclencher ce vote, 43 pays sur les 211 fédérations qui composent la FIFA doivent en faire la demande. Or, l'UEFA comporte à elle seule 55 membres qui ont menacé à l'unanimité de boycotter la Coupe du Monde avant l'abandon du projet d'Infantino. Mais si la procédure venait à être déclenchée, aucune certitude cependant pour qu'une majorité en faveur du départ de Gianni Infantino se dessine. L'UEFA pourrait toutefois compter sur le soutien de la CONCACAF, qui regroupe les fédérations d'Amérique du Nord. Dans un communiqué, l'instance critique elle aussi sévèrement la FIFA. Une remise à plat complète de cette présidence est impérative. Les ligues, les clubs et même certains régulateurs politiques ont tiré la sonnette d'alarme. La Coupe du Monde n'est pas à vendre. Cette décision, c'est celle d'un seul homme et non de toute la FIFA. Le numéro 3 de la FIFA, Kevin Lamour, a indiqué qu'il était justement contre cette proposition. Mais ne vous y trompez pas, la tentative a bien eu lieu. La porte a été entrouverte et elle nous montre exactement ce qu'est devenu le patron de la FIFA, un homme prêt à privatiser le bien commun pour consolider son propre pouvoir. Mais alors comment cet homme que personne ne connaissait il y a 10 ans est-il devenu ce monarque inamovible? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour comprendre la folie des grandeurs de Gianni Infantino, il faut se souvenir d'où il vient. Parce qu'avant de fréquenter les chefs d'État, l'homme avait un profil, disons, beaucoup plus terne. Pendant des années, à l'UEFA, Infantino, c'était le juriste tiré à 4 épingles, l'homme de l'ombre. Le grand public le connaissait pour une seule chose, c'était le monsieur chauve à la voix monocorde qui tirait les boules au sort pour la Ligue des Champions, le symbole parfait du bureaucrate européen, inoffensif et prévisible. Puis arrive l'année 2015, le FIFA Gate éclate. La justice américaine débarque à l'hôtel Bord au Lac à Zurich. Au petit matin, les pontes de la FIFA tombent un par un pour corruption, blanchiment et escroquerie. Sepp Blatter est balayé, Michel Platini est lui emporté dans la tourmente, la maison FIFA brûle. Et au milieu du chaos, Gianni Infantino surgit. Il se présente devant le monde comme le candidat du renouveau, le technocrate propre, l'homme de droit qui va assainir la boutique, apporter de la transparence et moraliser le football mondial. Ce n'était qu'un masque, on l'aura bien vu. Une fois installé dans le fauteuil de président en 2016, Infantino n'a pas nettoyé le système, il l'a verrouillé à son seul profit. Ses premières décisions, supprimer purement et simplement les comités d'éthique indépendants qui commençaient à poser un peu trop de questions sur sa gestion. Écarter impitoyablement toute personne en interne qui osait contester ses méthodes. Et ce n'est pas tout, il a carrément fait modifier les statuts de la FIFA pour s'octroyer le droit de faire sauter la limite de mandat, lui permettant théoriquement
de régner jusqu'en 2031. Et le sommet du symbole, quelques temps avant la Coupe du Monde 2022, il a poussé le vice jusqu'à déménager et s'installer personnellement au Qatar, au plus près des décideurs locaux, piétinant au passage la neutralité historique de l'institution qu'il dirige. Bon, une neutralité à mettre entre guillemets quand on connaît comment Sepp Blatter a géré la FIFA. En quelques années, le juriste discret de l'UEFA s'est métamorphosé en monarque absolu. Un président qui ne rendait compte à personne, entouré de courtisans qui l'arrosent de subventions. Cette prise de pouvoir absolu s'est faite au service d'une seule obsession, une fuite en avant financière. Une fuite en avant qui a fini par saturer le football jusqu'à l'overdose. Sous Infantino, le mot d'ordre est simple, créer toujours plus de matchs, toujours plus de tournois, pour vendre toujours plus de droits télé. Vous trouviez la Coupe du Monde parfaite à 32 équipes, Infantino l'impose désormais à 48, voire même 64 bientôt. Vous pensiez que l'été servait à faire souffler les organismes et reposer les joueurs. Infantino invente la nouvelle version du mondial des clubs à 32 équipes, une compétition inutile, parachutée en plein milieu du calendrier estival. Le résultat, un calendrier étouffant, les syndicats de joueurs se plaignent, les plus grands entraîneurs dénoncent les cadences infernales, les blessures graves se multiplient, mais Infantino s'en fiche. Ce qui compte pour lui, c'est d'atteindre la barre mythique des 15 à 20 milliards de dollars de recettes par cycle de 4 ans. Le spectacle doit tourner, peu importe la santé des acteurs ou la cohérence du jeu. The show must go on. Mais le modèle économique du système Infantino ne repose pas simplement sur l'épuisement des organismes. Il repose aussi sur le sport washing, c'est-à-dire l'art d'offrir l'image du football à des régimes autoritaires ou en quête de respectabilité internationale. Regardez l'attribution de la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Pas de débat, pas de vote transparent, pas de rivalité de candidature, un découpage cynique des règles d'attribution orchestrées par la FIFA pour que Riyad se retrouve seule candidate en lice. On peut aussi revenir sur la relation qu'il a avec Donald Trump, à qui il a accordé un prix international de la paix. Infantino se pense et se rêve en sauveur du monde et qui peut le faire grâce au football. Et Donald Trump, c'est assez intéressant parce que comme j'expliquais dans l'industrie du foot 1, et ben en fait c'est lui qui a permis à Gianni Infantino d'être reçu par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Parce qu'à l'époque c'était tendu les relations entre l'Arabie Saoudite et la FIFA. Et puis là, cette fascination, parce qu'Infantino, il aime être avec les puissants. Je rappelle qu'il est à la conférence du réchauffement climatique, au G20, au G7, et que pour suivre la ligne Trump, il a fait partie des accords d'Abraham. Je ne sais pas en quel hommage, mais le président de la fédération israélienne a écrit une lettre que j'ai en remerciant de son rôle dans les accords d'Abraham. Pas forcément étonnant, puisque l'une des premières choses matérialisées entre Israël et les Émirats arabes unis fut le transfert d'un joueur israélien arabe aux Émirats arabes unis. Le foot, c'est très pratique quand même pour la politique, hein. Ça fait bien, ça fait gentil. Ensuite, Infantino était là en Égypte lors des accords de cessez-le-feu pour Gaza. Et lors du congrès général de la FIFA de 2025 qui se tenait au Paraguay, il est arrivé 2 ou 3 heures en retard parce qu'il était dans l'avion avec Donald Trump. Et je tiens à rappeler qu'il a participé aussi au Make America Great Again, qu'en même temps il fait des placements de produits pour des marques de hamburgers aux États-Unis et qu'il fait des grands trucs avec les influenceurs parce que voilà, notamment quelqu'un qui s'appelle Speed. Oh, mais je vais vous amener Ronaldo, etc. Ouais. Et son ami, celui qui salait les viandes, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, en fait, c'est ça le monde de Gianni Infantino. C'est un monde un peu grotesque où se mélangent des pseudo-stars, des pseudo-influenceurs et les chefs d'État les plus puissants parce que, comme il dit, je suis à la table de l'homme le plus puissant du monde. Mais il a comme des œillères concernant ce qui se passe à Gaza. Peu de gens le savent, mais il s'est associé à Trump dans le projet Reconstruire Gaza. À Washington, en février dernier, lors de la réunion inaugurale du Conseil de la paix, Trump avait déclaré que la FIFA contribuerait à lever un total de 75 millions de dollars pour des projets à Gaza liés au football. Infantino n'a jamais condamné les actes génocidaires de la main israélienne et il refuse toujours de suspendre la Fédération israélienne de football. Face à ce naufrage éthique et financier, la question que tout le monde se pose aujourd'hui est simple. Est-ce qu'on peut enfin arrêter Gianni Infantino ? Un rendez-vous majeur se profile à l'horizon en mars 2027 lors du congrès de la FIFA au Maroc. C'est là que le mandat d'Infantino doit être remis en jeu. Pendant très longtemps, il semblait intouchable. Il s'est même offert le luxe d'être réélu en 2023 par simple acclamation, sans même qu'un bulletin de vote ne soit déposé dans une urne, faute d'opposants. Mais aujourd'hui, la donne est différente. Et l'affaire du projet de vente à Kushner et JP Morgan a été l'étincelle de trop. En tentant d'offrir la Coupe du Monde à des fonds financiers américains et au clan Trump, Infantino a commis là une faute politique majeure. Il a braqué l'UEFA et froissé
d'autres confédérations qui refusent d'être reléguées au rang de simples figurants d'un conglomérat financier américain. Dans les coulisses du football mondial, des alliances inédites commencent à se nouer. Des voix s'élèvent, des diplomates du sport s'activent pour faire émerger une candidature d'opposition crédible d'ici 2027. La peur d'un football définitivement confisqué par une oligarchie commence à l'emporter sur la peur des représailles de la FIFA. L'UEFA, ils s'en servent d'un coup politique parce qu'il y a une rivalité de plus en plus grande, que j'explique depuis longtemps, mais qui était en coulisses, là maintenant elle est publique, entre l'UEFA et la FIFA. Par contre, tu as plusieurs personnes importantes dans le football mondial qui déjà cherchaient potentiellement à présenter quelqu'un en 2027 contre Infantino. Là, ça risque de se préciser. Le tout Trump d'Infantino le mènera à sa perte. Au fond, si nous vous parlons de la FIFA aujourd'hui sur le média, ce n'est pas seulement pour raconter une histoire de gros sous dans le sport, c'est parce que ce qui arrive au football est le miroir parfait du monde dans lequel nous vivons. Quand on met tous ces morceaux bout à bout, le constat est assez froid. Gianni Infantino n'a pas défailli à sa mission, il l'a exécutée à la perfection. Parce qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic, Infantino n'est pas un fou furieux isolé. C'est le produit d'un système qui a décidé, il y a déjà des années, que le football n'était plus un bien culturel et populaire, mais un actif financier à essorer jusqu'à la dernière goutte. Le football a été inventé par les pauvres et volé par les riches. Si l'on ne stoppe pas la boulimie de la FIFA aujourd'hui, demain, la Coupe du Monde ne sera plus qu'un spectacle financier privé de plus. Sauf qu'en voulant vendre des morceaux du gâteau au clan Trump et au fonds new-yorkais, Infantino a peut-être commis l'erreur de trop, celle qui force l'UEFA, je le disais, les ligues et même certains clubs d'ordinaire très dociles à réaliser que la machine est en train de totalement leur échapper. Alors oui, sortir Infantino de là d'ici le congrès de 2027 au Maroc sera une montagne. Ce sera très difficile parce que le système d'arrosage financier des fédérations est verrouillé. Mais la question, au fond, elle dépasse largement le cas d'un seul homme. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sport ? La suite de l'histoire, elle dépend aussi de notre capacité à ne plus fermer les yeux. Merci d'avoir suivi ce Dixit. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et on se retrouve très vite sur le média.